Il est 17 h, bienvenue à tous sur France Culture pour ce nouveau numéro de En français dans le texte. Bonjour à tous, parce que nous avons pris tant de plaisir à faire résonner lors du premier confinement les plus belles pages de la littérature française, à vous les faire écouter et réviser pour les moins de 18 ans, France Culture a choisi de poursuivre l'aventure en faisant vivre et revivre les grands textes de notre patrimoine littéraire, mais aussi parfois philosophiques et historiques, interprétés par de grands comédiens et analysés de manière experte en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, les fausses confidences de Marivaux. Autour de 17h30, En français dans le texte continue avec la grande dictée de Rachid Santaki. Notre invitée, Pascale Fray, elle est chroniqueuse littéraire au magazine Elle, co-auteure avec Soledad Bravi de « Avez-vous lu les classiques de la littérature ?» Puis, 17h55, l'anagramme d'Étienne Klein, le jeu de mots de notre malicieux physicien. Ce sera donc pour la minute de fin, à écouter sur France Culture, bien sûr. France Culture, en français dans le texte, Olivia Gesbert. Du théâtre pour ce nouveau numéro avec cette pièce de Marivaux publiée en 1737. Les fausses confidences, nous y voilà. Le point de départ, comme souvent chez Marivaux, c'est une affaire de mœurs et de cœur. Dorante se fait engager comme intendant d'Araminthe, une veuve fortunée, et projette de l'épouser. Il semble l'aimer, mais Araminthe est déjà plus ou moins engagée dans un projet de remariage avec le comte d'Orimont. Pour le coup, elle ne l'aime pas, mais cette alliance éviterait un procès au sujet d'une terre que tous deux se disputent, et sa mère, Madame Argante, la presse de se marier. Entrera ensuite en scène Dubois, l'ancien valet de Dorante, qui prend en main la situation et tente de faire tomber les obstacles. Aujourd'hui, l'extrait que vous allez entendre avant d'être analysé, écouté avant d'être commenté, est issu de l'acte 2, acte central, où traditionnellement les différents fils de l'intrigue viennent se nouer. Dans La surprise de l'amour de Marivaux déjà, l'action de la fin de l'acte 2 puis de l'acte 3 progressait autour d'un objet, le portrait miniature de la comtesse. Perdu, retrouvé et conservé par Lélio, puis découvert par la comtesse dans la poche de sa veste, tout près du cœur donc. Il venait sceller le rapprochement définitif des deux personnages principaux qui tentaient jusque-là de résister à l'amour. 15 ans plus tard, dans Les fausses confidences, Marivaux fait ressurgir cet objet et lui donne à nouveau un rôle clé dans l'intrigue. Le petit portrait d'Araminthe, qu'un ouvrier vient de livrer à la scène 6, constitue une preuve tangible de l'amour de Dorante pour sa maîtresse, cette fois-ci aux yeux de toute la maisonnée ainsi que du comte. Mais il y a dans cette séquence centrale des fausses confidences, composée de 4 scènes, quelque chose d'assez étonnant, de très différent de la façon dont l'action progresse dans La surprise de l'amour. À cette scène du portrait succède en effet la scène du tableau, et se joue là un étrange dédoublement. Comment l'expliquer? Est-elle utile dans le dénouement de la pièce? Pourquoi ce double nœud? C'est ce questionnement qui nous servira de point de départ pour analyser avec le professeur Simon Chemama les scènes 8 à 11 de l'acte 2. Je vous propose tout de suite d'écouter un extrait de la représentation qui s'est jouée à la Comédie Française en 1970, des fausses confidences de Marivaux. Peut-être que mon portrait, le charmant homme. Monsieur Rémy a raison de dire qu'il y avait quelque temps qu'il me connaissait. Oh, mademoiselle, n'avez-vous pas vu ici quelqu'un qui vient d'arriver? Lubin croit que c'est moi qui le demande. Que vous êtes aimable, Dorante. Je serais bien injuste de ne vous pas aimer. Allez, soyez-en. L'ouvrier est venu, je lui ai parlé. J'ai la boîte, je la tiens. J'ignore. Quoi de mystère, je la tiens, vous dis-je. Je ne m'en fâche pas. Je vous la rendrai quand je l'aurai vue. Retirez-vous. Voici madame avec sa mère et le comte. C'est peut-être de cela qu'ils s'entretiennent. Laissez-moi les calmer là-dessus et ne les attendez pas. Tout a réussi, elle prend le change à merveille. Marton, qu'est-ce que c'est qu'un portrait dont monsieur le comte me parle? Qu'on vient d'apporter ici à quelqu'un qu'on ne nomme pas et qu'on soupçonne être le mien? Instruisez-moi de cette histoire-là.
Ce n'est rien, madame, je vous dirai ce que c'est. Je l'ai démêlé après que monsieur le comte a été parti. Il n'a que faire de s'alarmer. Il n'y a rien là qui vous intéresse. Comment le savez-vous, mademoiselle? Vous n'avez pas vu le portrait? N'importe. C'est tout comme si je l'avais vu. Je sais qu'il regarde. Ne soyez point en peine. Ce qui est certain, c'est un portrait de femme. C'est ici que l'on vient chercher la personne qui l'a fait faire, à qui on le doit rendre, et ce n'est pas moi. D'accord. Mais quand je vous dis que madame n'y est pour rien, ni vous non plus. Eh bien, si vous êtes instruite, dites-nous donc de quoi il est question, car je veux le savoir. On a des idées qui ne me plaisent point. Parlez. Oui, tout ceci a un air de mystère. Qui est désagréable. Il ne faut pourtant pas vous fâcher, ma fille. Monsieur le comte vous aime. Et un peu de jalousie, même injuste, ne messiez pas à un amant. Je ne suis jaloux que de l'inconnu qui ose se donner le plaisir d'avoir le portrait de madame. Comme il vous plaira, monsieur, mais j'ai entendu ce que vous vouliez dire, et je crains un peu ce caractère d'esprit-là. Eh bien, Marton. Eh bien, madame, voilà bien du bruit. C'est mon portrait. Votre portrait? Oui, le mien. Et pourquoi non, s'il vous plaît? Il ne faut pas tant se récrier. Je suis assez comme monsieur le comte, la chose me paraît singulière. Ma foi, madame, sans vanité, on en peint tous les jours des plus huppés qui ne me valent pas. Et qui est-ce qui a fait cette dépense-là pour vous? Un très aimable homme, qui m'aime, qui a de la délicatesse et des sentiments, et qui me recherche. Et puisqu'il faut vous le nommer, c'est Dorante. En attendant, Lui-même. Le fat avec ses sentiments. vous nous trompez. Depuis qu'il est ici, a-t-il eu le temps de vous faire peindre? Mais ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il me connaît. Donnez donc. Je n'ai pas encore ouvert la boîte, mais c'est moi que vous y allez voir. Araminte ouvre la boîte et y découvre son propre portrait. Je m'en doutais bien, c'est madame. Madame. Il est vrai. Me voilà bien loin de mon compte. Dubois avait raison tantôt. Et moi, je vois clair. Par quel hasard avez-vous cru que c'était vous? Ma foi, madame, tout autre que moi s'y serait trompé. Monsieur Rémy me dit que son neveu m'aime, qu'il veut nous marier ensemble. Dorante est présent et ne dit point non. Il refuse devant moi un très riche parti. L'oncle s'en prend à moi, me dit que j'en suis cause. Ensuite vient un homme qui apporte ce portrait, qui vient chercher ici celui à qui il appartient. Je l'interroge, à tout ce qu'il répond, je reconnais Dorante. C'est un portrait de femme. Dorante m'aime, jusqu'à refuser sa fortune pour moi. Je conclus donc que c'est moi qui l'a fait peindre. Ai-je eu tort? J'ai pourtant mal conclu. J'y renonce. Tant d'honneur ne m'appartient point. Je crois voir toute l'étendue de ma méprise. Et je me tais. Oh, ce n'est pas là une chose bien difficile à deviner. Vous faites le fâché, l'étonné, monsieur le comte. Il y a eu quelques malentendus dans les mesures que vous avez prises, mais vous ne m'abusez point. C'est à vous qu'on apportait ce portrait. Un homme dont on ne sait pas le nom qu'on vient chercher ici. C'est vous, monsieur, c'est vous. Je ne crois pas. Oui, c'est monsieur. À quoi bon vous en défendre? Enfin, dans les termes où vous en êtes avec ma fille, ça n'est pas là un si grand crime. Allons, convenez-en. Non, madame, ce n'est point moi, c'est mon honneur. Et je ne connais pas ce monsieur Rémy. Comment aurait-on dit chez lui que l'on aurait de mes nouvelles ici? Cela ne se peut pas. Mais je ne faisais pas attention à cette circonstance. Vous, qu'est-ce que c'est qu'une circonstance de plus ou de moins? Je n'en rabats rien. Quoi qu'il en soit, je le garde. Personne ne l'aura. Oh, mais quel bruit entendons-nous? Vous voyez ce que c'est, là? Prison Magot! À qui en avez-vous tant, vous autres? Si je disais un mot, ton maître sortirait bien vite. Toi, nous nous soucions de toi et de toute ta race de canailles comme de cela. Je te bâtonnerai sans le respect de madame. Arrive, la voilà, madame. Qu'est-il donc? Quel sujet avez-vous de quereller? Approchez du bois, apprenez-nous ce que c'est que ce mot que vous diriez contre Dorante. Il serait bon de savoir ce que c'est. Prononce donc ce mot. Mais tais-toi. Laisse-le parler. Il y a 1 heure qu'il me dit mes l'invective, madame. Je soutiens les intérêts de mon maître. Je tire des gages pour cela. Et je ne souffrirai pas qu'un ostrogon menace mon maître d'un mot. J'en demande justice à madame. Mais encore une fois, sachons d'abord ce que veut dire Dubois par ce mot. C'est le plus pressé. Je le défie seulement d'en dire une lettre. C'est par pure colère que j'ai fait cette menace, madame. Et voici la cause de la dispute. En arrangeant l'appartement de monsieur Dorante, j'y ai vu par hasard un tableau où madame est peinte. Et j'ai cru qu'il fallait l'ôter, qu'il n'avait que faire là, qu'il n'était point décent qu'il y restât. De sorte que j'ai été pour le détacher.
Ce butor est venu pour m'en empêcher et peu s'en est fallu que nous nous soyons battus. Sans doute. De quoi t'as vu dans tes tableaux qui est tout à fait gracieux, que mon maître considérait une avec un moment avec toute la satisfaction possible. Car je l'avais vu qu'il l'avait contemplé de tout son cœur. Et il prend fantaisie à ce brutal de le priver d'une peinture qui réjouit cet honnête homme. Voyez la malice, hein? Ensuite, quelques autres meubles, s'il en a trop, mais laisse-lui cette pièce, animal. Et moi, je te dis qu'on ne la laissera point, que je la détacherai moi-même, que tu en auras le démenti et que madame le voudra ainsi. Et que m'importe. Il était bien nécessaire de faire tout ce bruit-là pour un vieux tableau qu'on a mis là par hasard, qui y est resté. Et c'est nous. Ça vaut-il la peine qu'on en parle? Vous m'excuserez, ma fille, mais ce n'est point là sa place. Il n'y a qu'à l'ôter. Votre intendant se passera bien de ses contemplations. Oh, vous avez raison, je ne pense pas qu'il les regrette. Retirez-vous tous deux. Ce qui est de sûr, c'est que cet homme d'affaires-là est de bon goût. Ah oui, la réflexion est juste. Effectivement, il est fort extraordinaire qu'il ait jeté les yeux sur ce tableau. Cet homme-là ne m'a jamais plu un instant, ma fille. Vous le savez, j'ai le coup d'œil assez bon et je ne l'aime point. Croyez-moi, vous avez entendu la menace que Dubois a faite en parlant de lui. J'y reviens encore, il faut qu'il ait quelque chose à en dire. Interrogez-le, sachons ce que c'est. Je suis persuadé que ce petit monsieur-là ne vous convient point. Nous le voyons tous. Il n'y a que vous qui n'y prenez pas garde. Pour moi, je n'en suis pas content. Qu'est-ce donc que vous voyez que je ne vois point? Je manque de pénétration. J'avoue que je m'y perds. Je ne vois pas le sujet de me défaire d'un homme qui m'est donné de bonnes mains, qui est un homme de quelque chose, qui me sert bien, et que trop bien, peut-être, voilà qui n'échappe pas à ma pénétration, par exemple. Mais que vous êtes aveugle. Attends, chacun a ses lumières. Je consens au reste d'écouter Dubois, le conseil est bon et je l'approuve, allez Marton, allez lui dire que je veux lui parler. S'il me donne des motifs raisonnables de renvoyer cet intendant assez hardi pour regarder un tableau, il ne restera pas longtemps chez moi. Sans quoi, on aura la bonté de trouver bon que je le garde, en attendant qu'il me déplaise à moi. Eh bien, il vous déplaira. Je ne vous en dis pas davantage en attendant de plus fortes preuves. Quant à moi, madame, je vous avoue que j'ai craint qu'il ne me servît mal auprès de vous, qu'il ne vous inspirât l'envie de plaider. Et j'ai souhaité par pure tendresse qu'il vous en détournât. Il aura pourtant beau faire, je déclare que je renonce à tout procès avec vous, que je ne veux pour arbitre de notre discussion que vous et vos gens d'affaires, et que j'aime mieux perdre tout que de rien disputer. Mais où serait la dispute? Le mariage terminerait tout, et le vôtre est comme arrêté. Je garde le silence sur Dorante, je reviendrai seulement voir ce que vous pensez de lui. Et si vous le congédiez, comme je le présume, il ne tiendra qu'à vous de prendre celui que je vous offrais, et que je retiendrai encore quelque temps. Je ferai comme monsieur, je ne vous parlerai plus de rien. Vous m'accuseriez de vision. Et votre entêtement finira sans notre secours. Je compte beaucoup sur Dubois, que voilà, et avec lequel nous vous laissons. On m'a dit que vous vouliez me parler, madame. Viens ici. Tu es bien imprudent, Dubois. Bien indiscret. Moi qui ai si bonne opinion de toi. Tu n'as guère d'attention pour ce que je te dis. Je t'avais recommandé de te taire sur le chapitre de Dorante. Tu en sais les conséquences ridicules. Et tu me l'avais promis. Pourquoi donc avoir prise sur ce misérable tableau avec un sot qui fait un vacarme épouvantable et qui vient ici tenir des discours tout propres à donner des idées que je serais au désespoir qu'on eût. Parfois, madame, j'ai cru la chose sans conséquence. Et je n'ai agi d'ailleurs que par un mouvement de respect, de zèle. Oh, laisse là ton zèle. C'est pas là celui que je veux, ni celui qu'il me faut. C'est de ton silence dont j'ai besoin. Pour me tirer de l'embarras où je suis, et où tu m'as jeté toi-même, car sans toi, je ne savais pas que cet homme-là même, et je n'aurais que faire d'y regarder de si près. J'ai bien senti que j'avais tort. Passe encore pour la dispute, mais pourquoi s'écrier si je disais un mot? Y a-t-il rien de plus mal à toi? C'est encore une suite de ce zèle mal entendu. Eh bien, tais-toi donc. Tais-toi. Je voudrais pouvoir te faire oublier ce que tu m'as dit. Oh, je suis bien corrigé, madame.
C'était un extrait de l'acte 2 des Fausses confidences de Marivaux qui se sont jouées à la Comédie Française, mise en scène de Jean Piat et diffusion sur France Culture le 1er février 1970. Avec des comédiens de la troupe de la Comédie Française, dont Micheline Boudet dans le rôle d'Araminte, Jean Piat lui-même dans celui de Dubois, Simon Heyn dans celui de Dorante, Paul Noël pour Marton, etc. Tout le casting est à retrouver sur franceculture.fr. France Culture, en français dans le texte, Olivia Gesbert. Et maintenant, l'analyse du professeur agrégé de lettres et de théâtre, Simon Chemama, qui vous invite à ne pas prendre peur devant la complexité de la séquence que vous venez d'écouter. L'affaire se noue et avec ses nœuds, Marivaux nous emmêle, peut-être même assez volontairement. Dès les premières répliques, Marton parle de ce charmant homme, de Monsieur Rémy, de l'homme qui serait arrivé, d'Arlequin. Mais de qui s'agit-il ? On a en plus ici un grand nombre de personnages présents simultanément, 6 au moins, alors que de nombreuses scènes n'en comptent que 2. Et en plus, ils prennent tous la parole. Enfin, dans l'action générale, va comprendre pourquoi Dubois a voulu d'une part que ces stratagèmes du portrait et du tableau se succèdent et qu'ils se déroulent, et d'autre part, devant Argante et Dorimon, pourquoi cette prise de risque ? Nous ne savons pas vraiment ce qui se passe dans la tête des personnages, leurs véritables pensées, leurs intentions. Exemple, Dorante, son apparition à la scène 8. Alors qu'à la scène 3, il avait laissé Marton dans l'illusion d'être préféré à la femme aux 15 000 livres de rente, il ne cherche pas ici à lui prouver que le portrait n'est pas pour elle, et il sort en riant. Se moque-t-il de la crédulité de la jeune femme ? N'est-il qu'un vilain persifleur ? On peut imaginer à la lecture des scènes suivantes qu'il était utile, en effet, que Marton prit un peu de goût pour lui, et je cite là Marivaux. Il s'agissait sans doute à la fois de s'en faire une alliée pour aider à installer Dorante dans la maison d'Araminte, mais aussi d'exciter une forme de jalousie chez elle. Mais alors pourquoi, dans la dernière scène de l'acte 1, Dubois laissait-il entendre à Marton que Dorante était amoureux d'Araminte ? C'est de cet avertissement dont elle se souvient ici. Dubois avait raison tantôt, mais alors elle ne l'avait pas cru. Le principal enjeu dramatique de ce passage est, semble-t-il, de renforcer le sentiment amoureux naissant d'Araminte pour Dorante. C'est pourquoi Dubois le présente tour à tour comme un homme désirable, aimé par Marton qui passe du statut de servante à celui de rival, et comme un homme désirant qui adore sa maîtresse jusqu'à son image démultipliée en portraits et tableaux. Dans un entretien au Monde, il y a une dizaine d'années, la comédienne Anouk Grimbert, qui est l'Araminte des Fausses confidences dans la mise en scène de Didier Bezas, aux côtés de Pierre Arditi, analyse ce moment comme suit. Tout à coup, lui arrive cet amour de Dorante, qui est doublement de l'ordre de l'impossible, de l'impensable. D'abord parce qu'elle est sourde à elle-même et parce qu'elle ne peut aimer quelqu'un qui lui est inférieur socialement. Pourtant, cette liberté, elle la prend. Et Anouk Grimbert d'ajouter, c'est très très beau la manière dont elle trouve sa route au milieu de la déroute et le courage qu'elle a de s'affranchir, de braver les interdits de tous ordres. La scène 9 va aussi finir de désillusionner Marton, la servante d'Araminte, qui était le personnage pivot, toujours présente, des scènes 3 à 11, au cours de cet acte 2. Après avoir récapitulé toute l'histoire, elle concède que sa méprise la pousse désormais à se taire de manière assez touchante. Quoi de plus terrible pour un personnage de théâtre que de devoir se taire, en fait ? À la fin de la pièce, Araminte comprendra la peine qu'éprouve sa suivante et lui témoignera son affection. Mais c'est trop tard. Alors que ce type de personnage finit souvent marié chez Marivaux, et heureux de l'être, Marton ne sera pas dédommagé ni même récompensé. C'est la tragédie de Marton, victime d'une injustice que rien ne viendra réparer. Ainsi l'a voulu Marivaux, son concepteur, soulignant le rapport de force qui oppose les classes sociales entre elles, jusque dans les jeux amoureux, comme dans La double inconstance, où le prince réussit à défaire le couple heureux que formaient Sylvia et Arlequin. Et d'annoncer aussi le grand renouveau, à la fois dramatique et politique du XVIIIe siècle, l'invention du drame, genre dans lequel les gens ordinaires peuvent avoir un sort, c'est ce qu'Argante refuse à Dorante, et qui préfigure le sort commun que le peuple va chercher à se donner, voire à s'arracher, à s'octroyer, lors de la Révolution.
À nouveau, le jeu de l'amour et du hasard, pour reprendre le titre d'une autre pièce de Marivaux, la plus célèbre peut-être. On note en passant que le terme hasard apparaît 3 fois dans l'extrait que vous avez pu entendre, dans les répliques d'Araminte et de Dubois notamment. J'y ai vu par hasard un tableau où Madame est peinte. Pourquoi cette insistance de l'auteur ? Le piège que constitue l'intrigue est organisé par Dubois. Il est le maître du jeu. Tous les commentateurs de la pièce le répètent. Mais, s'il construit une machine, il sait aussi se servir des circonstances qui sont quand même bien souvent pour lui d'heureux hasards. Par exemple, l'annonce faite par l'oncle Rémy au tout début de l'acte 2 de la possibilité pour Dorante de se marier avec une femme qui pèse 15 000 livres de rente. Du coup, ce tableau, on ne sait pas s'il a vraiment été vu par hasard dans la chambre de Dorante ou si Dubois l'y a placé juste avant. Mais on peut aussi aller plus loin et considérer que la construction même de cette séquence est hasardeuse. Où voit-on un pareil enchaînement ? Non pas de rebondissements, mais de stratagèmes successifs. En tout cas pas chez Molière. Ici, ça n'arrête pas, la salve est continue. À la scène du portrait succède la scène du tableau. Certes, Araminte, à la fin de la scène 9, fait mine de ne pas prendre au sérieux la circonstance, pourtant fort convaincante, donnée par le comte pour prouver qu'il n'est pas le commanditaire de ce portrait. Mais Dubois ne pouvait pas prévoir cette objection, bien dérisoire face à la logique du conte. À la fin de la scène 9, Argante avait un air pensif et son inimitié pour Dorante aurait suffi à la persuader. La scène 10 ne semble donc pas nécessaire du point de vue du déroulement de l'action. Il nous faudra trouver des explications ailleurs. Les fausses confidences de Marivaux, aujourd'hui, En français dans le texte, suite et fin de l'analyse qui nous est proposée par un professeur de l'éducation nationale. Pourquoi Marivaux reste-t-il si étudié aujourd'hui ? Sans doute, son sens de la théâtralité, du devenir scénique de ses pièces, c'est particulièrement sensible ici à travers l'importance des objets et la place laissée au jeu. Revenons un instant sur le jeu autour du portrait qui avait tellement touché les spectateurs dans La surprise de l'amour. Ici, à l'acte 2 des fausses confidences, un mystère s'est établi autour de la boîte que l'ouvrier avait refusé de montrer au comte, ayant ordre, disait-il, de la donner qu'à celui à qui elle est. Le spectateur comprend alors, comme le comte, que le portrait représente Araminte et que la boîte a été commandée par Dorante, mais Marton, la servante, pense qu'elle en est le modèle et la destinataire. Quand Araminte et Argante arrivent, alertés par le comte, il semble que ce dernier ne leur ait pas encore dit tout ce qu'il savait. Marton fait durer le plaisir, ne voyant pas en quoi cette affaire regarde sa maîtresse. Puis, contrainte, elle ouvre la boîte. On a alors la seule didascalie de l'extrait et l'une des seules de la pièce. Araminte l'ouvre, tous regardent. Le temps semble suspendu, certains sont obligés de revoir entièrement leur partition, et notamment la pauvre Marton, mais aussi Araminte. On découvre alors une Araminte experte en double sens. Dans la dernière réplique de la scène 9, son « je le garde » peut envoyer aussi bien au portrait qu'à l'intendant. Les didascalies nous avertissent que son ton est railleur à la scène 10 et ironique à la scène 11. Elle peut faire varier ses airs, l'air de rien, sans que les autres ne se doutent de son jeu. Elle a les qualités de la comédienne que Diderot dans le Paradoxe sur le comédien ou le personnage de Madame de Merteuil dans Les Liaisons dangereuses vanteront quelques décennies plus tard, c'est-à-dire intelligence et maîtrise des émotions. L'accumulation des preuves et des dangers oblige Araminte à composer et dissimuler pour défendre Dorante. Après celui du portrait, Marivaux joue aussi avec Dubois et Arlequin au début de la scène 10. Leur affrontement fait penser à celui entre Valère et Maître Jacques dans l'Avare de Molière. Arlequin, qui est un personnage directement importé du théâtre italien, apparaît dans de nombreuses pièces de Marivaux et se fait même personnage éponyme de l'une d'elles, Arlequin poli par l'amour. Parfois assez fin et malin, il est dans les fausses confidences particulièrement benet. Dans cette scène du tableau, l'objet tableau devient un accessoire essentiel du jeu et du comique de ce personnage en lui donnant tout à coup une présence qu'il n'avait pas, une présence même discrète. Cette séquence propose enfin une réflexion sur la représentation. On a ici un portrait sur scène, mais dont la caractéristique première est d'être petit, ce qui fait que le public ne le voit pas.
Puis, on entend parler d'un tableau, tout à fait gracieux, dit Arlequin, qui se trouve dans la chambre de Dorante et qui, a priori, n'apparaît pas sur scène. On peut imaginer qu'il représente une araminte au naturel. Mais là encore, on reste dans le registre du fantasme. Et c'est le propre du théâtre. Jeu de miroir, dédoublement d'identité, il met notre imagination en mouvement. Le portrait reparaîtra d'ailleurs à la scène 12 de l'acte 3, quand Araminte avoue son amour pour Dorante, par l'intermédiaire d'une réflexion sur cet objet qui se fait alors support du sentiment amoureux. Elle dit « Vous donnez mon portrait, songez-vous que ce serait avouer que je vous aime ? Voilà pourtant ce qui m'arrive. » On terminera sur ces mots et on remerciera bien Simon Chemama, professeur de lettres et de théâtre, qui était en charge de cette analyse. Et maintenant, tous à vos livres, c'était Les Fausses Confidences de Marivaux, une comédie en 3 actes et en prose, que je vous invite à lire, à relire ou à jouer à voix haute. Visage aimé, visage démultiplié. Tiens, est-ce que ça ne vous rappellerait pas Aurélien d'Aragon ? Bérénice, qui ressemble au masque mortuaire qu'Aurélien avait dans sa chambre et face auquel il accroche, au cours du roman, le portrait de la jeune femme peint par Zamora. Un indice, peut-être, de ce qui va suivre ? Tout de suite. Un papier, un crayon, c'est l'heure de la dictée de Rachid Santaki. Chet Baker sur France Culture, All the Things You Are, à l'occasion de la réédition d'un documentaire que lui avait consacré Bertrand Fèvre, My Romance with Chet. Le documentaire était sorti en 1987 sur la poésie de ce grand trompettiste. Le film est accompagné d'un livre et d'un 45 tours dans les bacs depuis le 6 novembre. France Culture, en français dans le texte, la dictée de Rachid Santaki. Oui, c'est doux. Mais c'est pas aller pisser. Non, pardon. Je me suis sur la tête de maman, je vais te pisser. On va faire un petit exercice de grammaire. Vous me dites, sur la tête de ma mère, virgule, j'ai envie de pisser. Quelle est la fonction du groupe de phrases sur la tête de ma mère ? C'est un CCL, un complément circonstanciel de lieu. Il fait chier avec sa grammaire. En principe, vous devez avoir vu ça en CE2. Et à quel verbe est-il rattaché, c'est nous ? Je sais pas. Au verbe pisser. Bon, c'est beau, là, je peux aller là. Alors, pour que ce soit plus clair, on va modifier l'ordre de la proposition. Et vous allez voir, ce qui est inouï, c'est que ça ne modifie aucunement le sens de la phrase, car c'est un groupe mobile. Ce qui nous donne « J'ai envie de pisser » ou « Sur la tête de ma mère ». Alors moi, je suis pas sûr que votre mère apprécierait. Vous dites quoi, là ? Ah non, mais moi, j'ai rien dit, hein, c'est vous. Bon, on se calme, on se calme. On retourne au futur. Quand Denis Podalides, professeur de français, ex-professeur de français au lycée parisien prestigieux Henri IV, doit aller donner des cours à Stein dans un collège de banlieue, voilà la situation dans laquelle il se retrouve. C'est un extrait des Grands Esprits, un film de Olivier Ayache-Vidal sorti il y a 3 ans, où le prof nous propose d'inverser l'ordre de la proposition, ce qui évoque un peu l'anagramme à suivre dans une vingtaine de minutes de notre camarade Étienne Klein. Pour l'heure, c'est la dictée, grammaire, orthographe, conjugaison, tout y sera. Rachid Santaki, bonjour. Bonjour Olivia. Vous êtes notre monsieur dicté, avec beaucoup plus de tact que Denis Podalides en François Foucault dans le film. Comment ça va ? Ça va très bien. Et vous, Olivia ? Pas mal. Vous êtes avec nous à distance, chez vous, en Seine-Saint-Denis, amoureux des mots et des lettres françaises. Quel texte vous avez pioché dans notre patrimoine littéraire aujourd'hui pour que les auditeurs se préparent ?
Aujourd'hui, j'ai donc pioché dans un extrait d'Aurélien de Louis Aragon. Aurélien de Louis Aragon. Beau choix. Notre invitée a-t-elle lu ce classique de la littérature? Elle est chroniqueuse littéraire au magazine Elle, co-auteure avec la dessinatrice Soledad Bravi de « Avez-vous lu les classiques de la littérature » aux éditions Rue de Sèvres, dont le tome 3 vient de paraître. Pascal Fray, bonjour. Bonjour Olivia. Merci à vous d'être avec nous. Des résumés en images de grands romans. En quelques vignettes, vous saurez tout de La Princesse de Clèves, des Malheurs de Sophie, de Madame Bovary ou encore peut-être de Vendredi ou La Vie sauvage. L'écume des jours, c'est le cas aussi. Et Aragon, tiens. Aragon, Aurélien. Est-ce que ce classique-là, que nous propose aujourd'hui Rachid Santaki en dictée, l'avez-vous lu et déjà croqué? Oui, je l'ai lu. Soledad l'a croqué, puisque c'est un travail à deux. Et c'est un livre que j'avais jamais lu avant, en fait. Et je l'ai découvert, récemment, et j'ai évidemment beaucoup aimé. On va faire un petit rappel des règles, Rachid. Une première lecture par vos soins pour faire connaissance avec le texte et se mettre l'extrait dans l'oreille. Une seconde pour prendre note, c'est la dictée. Et une troisième ensemble pour corriger. Alors un stylo, un papier, on monte le son et on se connecte, si vous le souhaitez, sur le Facebook de France Culture pour suivre Rachid Santaki de chez lui en vidéo. Rachid Santaki, c'est parti pour la première lecture. Merci Olivia. Césarée, c'est du côté d'Antioche, de Beyrouth. Territoire sous mandat, assez moricaude même, des bracelets, en veux-tu, en voilà, et des tas de chichis, de voiles. Césarée a un beau nom pour une ville, ou pour une femme. Un beau nom en tout cas. Césarée, je demeurai longtemps, je deviens gâteux. Fin de la dictée pour les écoliers. Impossible de se souvenir. Comment s'appelait-il le type qui disait ça? Une espèce de grand bougre ravagé, mélancolique, flemmard, avec des yeux de charbon, la malaria, qui avait attendu pour se déclarer que Bérénice fut sur le point de se mettre en ménage à Rome avec un belâtre potelé, ayant l'air d'un marchand de tissus qui fait l'article à la manière dont il portait la toge. Point final. Voilà pour la première lecture. Merci Rachid. Est-ce que vous êtes prête, Pascal Fray? Je suis prête. Oui, un crayon, une feuille, tout ce qu'il faut pour prendre note. Tout ce qu'il faut. Bon, alors c'est parti. Ça commence par un nom propre, Rachid. Exactement. Donc un mot que vous allez nous épeler. Exactement. Je vais vous épeler Césarée et Antioche. Très bonne dictée à nos auditrices et nos auditeurs et notre invité. Césarée, donc, C majuscule, E accent aigu, S, A, R, E accent aigu, E, donc Césarée, virgule, c'est du côté, Césarée, virgule, c'est du côté d'Antioche, virgule. Alors je vais appeler également Antioche, des apostrophes A, N, T, I, O, C, H, E, virgule, Césarée, virgule, c'est du côté d'Antioche, virgule, de Beyrouth, point. De Beyrouth, point. Territoire sous mandat, point. Territoire sous mandat, point. Assez moricaude, virgule, territoire sous mandat, point. Assez moricaude, virgule. Assez moricaude, virgule. Même, virgule. Assez moricaude, virgule. Même, virgule. Des bracelets, assez moricaude, virgule, même, virgule. Des bracelets, en veux-tu? Des bracelets, en veux-tu? En voilà, virgule. Des bracelets, en veux-tu? En voilà, virgule.
et des tas de chichis, virgule. Donc je répète, des bracelets en veux-tu, en voilà, virgule, et des tas de chichis, virgule, de voiles, point. Et des tas de chichis, virgule, de voiles, point. Césarée, point de suspension. Césarée, point de suspension. Un beau nom. Césarée, point de suspension. Un beau nom pour une ville, point. Césarée, point de suspension. Un beau nom pour une ville, point. Ou pour une femme, point. Ou pour une femme, point. Un beau nom, en tout cas, point. Un beau nom, en tout cas, point. Je répète, un beau nom pour une ville, point, ou pour une femme, point. Un beau nom, en tout cas, point. Césarée, point de suspension. Césarée, point de suspension. Je demeurais. Césarée, point de suspension. Je demeurais longtemps, point de suspension. Césarée, point de suspension. Je demeurais longtemps, point de suspension. Je deviens gâteux, point. Je deviens gâteux, point. Je répète pour les écoliers, Césarée, point de suspension. Je demeurais longtemps, point de suspension. Je deviens gâteux, point. Fin de la dictée pour les écoliers. Impossible de se souvenir, deux points. Donc, impossible de se souvenir, deux points. Impossible de se souvenir, deux points. Comment s'appelait-il, virgule? Comment s'appelait-il, virgule? Comment s'appelait-il, virgule? Le type qui disait ça, virgule. Impossible de se souvenir, deux points. Comment s'appelait-il, virgule? Le type qui disait ça, virgule. Une espèce de grand bougre, une espèce de grand bougre ravagé, virgule. Une espèce de grand bougre ravagé, virgule. Mélancolique, virgule. Mélancolique, virgule. Flemmard, virgule. Donc je répète, ravagé, virgule, mélancolique, virgule, flemmard, virgule, avec des yeux de charbon, virgule, avec des yeux de charbon, virgule, avec des yeux de charbon, virgule, la malaria, point de suspension. Avec des yeux de charbon, virgule, la malaria, point de suspension, qui avait attendu pour se déclarer, que Bérénice, donc Bérénice, B majuscule, accent grave, R, E accent grave, N-I-C-E, qui avait attendu pour se déclarer que Bérénice fut sur le point de
se mettre, fut sur le point de se mettre en ménage, virgule, fut sur le point de se mettre en ménage, virgule, à Rome, virgule, à Rome, virgule, se mettre en ménage, virgule, à Rome, virgule, avec un bellâtre potelé, virgule, avec un bellâtre potelé, virgule, avec un bellâtre potelé, virgule, ayant l'air d'un marchand, ayant l'air d'un marchand de tissu, ayant l'air d'un marchand de tissu, qui fait l'article, virgule, ayant l'air d'un marchand de tissu, qui fait l'article, virgule, qui fait l'article, virgule, à la manière dont il portait, à la manière dont il portait la toge, point final. Je répète, à la manière dont il portait la toge, point final. Je répète peut-être ce dernier passage, ayant l'air d'un marchand de tissu qui fait l'article, virgule, à la manière dont il portait la toge, point final. Merci beaucoup Rachid Santaki pour cette lecture extrait d'Aurélien de Louis Aragon. Je vous indique et vous rappelle tout de suite que le texte, l'ensemble du texte corrigé et bien orthographié, est donc disponible à la page de la grande dictée de Rachid Santaki ou de En français dans le texte sur franceculture.fr. Pascal Fray, vous qui êtes journaliste littéraire, chroniqueuse au magazine Elle, auteur avec la dessinatrice Soledad Bravi de Avez-vous lu les classiques de la littérature, qui vient de paraître aux éditions Rue de Sèvres pour son 3e tome. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières sur cette dictée? Pas énormément, mais j'ai 2 ou 3 hésitations. Alors, on va essayer de procéder ensemble à une relecture sous forme de correction. Rachid, je compte sur vous. Césarée, c'est donc du côté d'Antioche, A-N-T-I-O-C-H-E, vous l'avez appelé, et donc de Beyrouth. Beyrouth, capitale du Liban, que pas mal d'entre vous devez savoir orthographier, B-E-Y-R-O-U-T-H à la fin. Territoire sous mandat, mandat M-A-N-D-A-T à la fin. Point. AC Moricaude. Alors, comment l'avez-vous écrit, Pascal Fray, Moricaude? M-O-R-I-C-A-U-D-E-S. Oui, la question pouvait vraiment se poser, avec quoi ce Moricaude s'accorde-t-il? Il n'y a pas de S sous la plume d'Aragon. On va essayer de comprendre ensemble pourquoi. Moricaude qui signifie, Rachid? C'est donc un adjectif féminin singulier de morico et donc vieux. Alors, avec quoi Moricaude, Rachid Santaki, s'accorderait-il dans l'histoire? Avec Césarée, avec la ville? Avec la ville. C'est pas les bracelets? Non, puisque du coup les bracelets assez Moricaude même, des bracelets. En fait. Césarée, c'est du côté d'Antioche de Beyrouth, territoire sous mandat, assez Moricaude même. Ah, AC, A2SEZ. Ok, moi j'ai vu AC en 2 mots. Ah, oui, A2SEZ, Moricaude, virgule, même. D'accord, mais oui, effectivement. Ok, je comprends mieux. Effectivement. Des bracelets, là, au pluriel, effectivement. TS, en veux-tu, en voilà. Alors ça, c'est une expression avec inversion du tu veux, puis le présentatif voilà. Vous n'avez pas oublié, Pascal Fray, le trait d'union entre veux et tu? Non, je ne l'ai pas oublié. Et des tas de chichi, Rachid. C-H-I-C-H-I-S. Ah, pardon. Ouais. Non, c'est bien. Exactement, très bien, très bien. Qui vient de? Alors donc c'est un nom masculin et j'ai regardé donc l'étymologie, probablement par redoublement du radical onomotapéique chiche, exprimant l'idée de petitesse comme pour chiche dans le sens de petit et mesquin.
D'accord, on est proche de l'onomatopée, effectivement, avec chichi, donc ce nom masculin au pluriel, d'état, T-A-S, de chichi, C-H-I-C-H-I-S, virgule, de voile, V-O-I-L-E-S, point. Césarée, un beau nom pour une ville, pas de difficulté, je pense ici, ou pour une femme, là non plus, femme avec 2 M-E, un beau nom, en tout cas, parce qu'elle ferait toujours pas non plus. Alors là, c'était une hésitation, soit c'est dans n'importe quel cas et c'est T-O-U-T, soit c'est dans tous les cas et c'est T-O-U-S, et j'ai choisi T-O-U-S. Eh ben, c'était T-O-U-T. Ah bah zut. Un beau nom, en tout cas. Césarée, 3 petits points, je demeurais longtemps, 3 petits points, je deviens gâteux. Alors, je demeurais longtemps, on va revenir un peu, s'arrêter sur cette expression. Vous l'avez pensé ou écrit à l'imparfait ou au passé simple? Passé simple. Passé simple, et c'est juste. Une petite précision sur ce demeurer longtemps, c'est un clin d'œil d'Aragon, une forme d'intertextualité à Racine et à son Bérénice. Je demeurais longtemps errant dans Césarée, et on retrouve effectivement ce passé simple, sans S donc, à la fin de demeurer, et l'adverbe longtemps qui se retrouve associé à la brièveté du passé simple. Voilà pour ce moment et cette référence d'Aragon au Bérénice de Racine. D'où peut-être les 3 petits points qui compléteraient cette réplique, cette citation. Je demeurais longtemps errant dans Césarée. Voilà donc pour la phrase originale. Je deviens gâteux, Pascal Fray. G-A circonflexe T-E-U-X. Parfait, impossible de se souvenir, 2 points. Comment s'appelait-il ? Donc là, s'appelait AIT, trait d'union IL. Le type qui disait ça, là encore, on est à l'imparfait, AIT. Ça, c'est dit A, virgule, une espèce de grand bougre, donc et pas un espèce, une espèce de grand bougre. Un bougre, Rachid Santaki. Donc un bougre, c'est un nom familier et c'est un gaillard. Un grand bougre, un sacré bougre ravagé, mélancolique. Sur le an, vous êtes plutôt EN ou AN, Pascal Fray? AN. M-E, accent aigu, L-A-N-C-O-L-I-Q-U-E. Flemmard, un M, 2 M, accent circonflexe, pas d'accent? 2 M, en ce qui me concerne. Et donc pas d'accent. Et pas d'accent. Et c'est tout juste. Et un D à la fin. Et c'est un oui. Flemmarde au féminin. Ouais, ça nous arrive jamais, mais quand même. si, justement. Qui n'aime pas faire d'efforts. C'est du vécu. Pas travailler. Avec des yeux de charbon. Et la malaria, c'est une maladie, Rachid, proche du paludisme. Effectivement. Maladie. Alors comment s'écrit-elle? M-A-L-A-R-I-A. Voilà, pour la manière dont elle s'épelle, qui avait attendu, avait AIT, attendu ne s'accorde avec rien, donc U, pour se déclarer, en l'espèce, pour se déclarer ER, c'est un infinitif, que Bérénice fut. Vous mettez un accent circonflexe ou pas, Pascal Fray? Alors c'était mon hésitation et j'en ai finalement mis un. Vous avez bien fait. F-U, accent circonflexe T, sur le point de se mettre en ménage, pas de difficulté je crois là, à Rome, avec un bellâtre potelé. Comment vous écrivez bellâtre potelé? B-E-2-L-A circonflexe T-R-E, P-O-T-E-L-E accent aigu. Juste un mot avant, attendu, pour se déclarer que Bérénice fut sur le point, une petite précision sur le attendu que Bérénice fut. On a éplé le fut, pardon, mais j'ai oublié de vous préciser que c'était donc un imparfait du subjonctif. Après attendre que le subjonctif, parce que la vérité est certaine, et c'est donc cette marque, la marque du subjonctif de ce mode, ayant l'air d'un marchand de tissus qui fait l'article. Tissu avec un S, peut-être à préciser. Ce sont des tissus, un marchand de tissus au pluriel qui fait l'article à la manière dont il portait la toge ou la toge. Rachid Santaki. Toge, donc un nom féminin, ample pièce d'étoffe sans couture dans laquelle les Romains se drapaient. Exactement. Combien de fautes, Pascal Fray, pour vous? Alors si j'ai fait le Moricode, j'ai fait 2 fautes. Et je me suis trompée, donc j'ai mal entendu, j'ai entendu, mais j'ai mélangé 2 mots. AC, j'avais mis A-C-E-S, donc du coup Moricode au pluriel, etc. Oui. Mais c'est, voilà. Tout en connaissant la signification de Moricode? J'ai une vague idée, mais... Féminin singulier, c'est vieux, le mot vieux.
vieille, on va dire. Vieille. C'est au féminin. D'accord, oui, Vieille. non, j'aurais pas dit ça, effectivement, je savais pas. C'est très bien de faute. C'est plus qu'une très bonne moyenne. Hein. Bah non, j'aurais voulu faire 0 faute. Ça aurait été. Voilà, vous dites flemmarde, mais quand même un peu perfectionniste. Mine de Non, mais crayon. j'adore les dictées. Vous avez toujours aimé? Toujours. C'était une passion à l'école, j'adorais ça. Mais Si on m'avait dit on va jouer, pour moi c'était pareil, on va faire une dictée, c'était la même chose. ces courts résumés que vous mettez en œuvre ou en pratique avez-vous lu les classiques de la littérature? Ces courts résumés en images et en mots, comment est née l'idée? Alors l'idée est née, en fait, donc avec Soledad, on a fait connaissance au magazine Elle, et elle faisait souvent des résumés de films ou des expositions qu'elle voyait, et je lui ai dit pourquoi tu ferais pas des livres de temps en temps? Le problème, c'est qu'elle racontait la fin. Quand on fait un résumé de polar et qu'on raconte la fin, je veux dire, on se fait à peu près détester par tout le monde. Et donc, on a décidé de faire des classiques en se disant, comme ça, tout le monde connaît la fin, donc on n'aura pas d'ennui. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé un peu comme un jeu. On l'a proposé au magazine Elle, qui nous a dit oui. Et puis, de fil en aiguille, on s'est pris au jeu. Et maintenant, on les trouve plus dans le magazine, mais on les trouve en livre. Voilà. Et il y a toujours énormément d'humour. C'est un mélange de traits d'époque et de références d'aujourd'hui. La vache, la bombasse, hein, ça c'est ce que dit le prince de Clèves quand il croise Mademoiselle de Chartres dans une bijouterie avant de lui demander sa main. Bien que de haut rang et bien plus âgé qu'elle, il parle comme ça. On a condensé, donc moi je fais des résumés à Soledad et ensuite elle en tire un peu le sel hein, et l'humour en tirant justement des scènes un peu visibles. Donc les dessins viennent avant, les dessins viennent avant le texte. Alors je relis le livre, je lis ou je le relis. Je fais un résumé et ensuite elle fait une première version de dessin avec des petites les bulles hein, qui ne sont pas vraiment des bulles mais voilà. Et en fait ensuite on fait des allers-retours pour rectifier les choses, etc. Et puis quand on est contente toutes les deux, voilà. Mais je tiens à dire que moi j'ai le côté plus sérieux du résumé et Soledad elle a vraiment la touche d'humour qui fait que avec ces justement des répliques anachroniques comme vous le décriviez pour La Princesse de Clèves ou certains de ces romans, de ces grands classiques sont plus difficiles que d'autres pour vous à adapter. Eh ben oui, on a parfois par exemple quand on s'est attaqué à Proust, on a décidé d'en faire un feuilleton de l'été dans Elle. Et là, on a vraiment cru qu'on n'allait pas y arriver. Parce que simplement, en fait, on réalise en faisant des résumés que dans Proust, par exemple, il ne se passe pas grand-chose. Et que tout tient par l'écriture, et ça arrive souvent dans ces classiques, c'est que l'histoire tient en fait par le style, par l'écriture. Et ça, c'est très difficile évidemment à résumer. Donc il y en a qui sont plus difficiles que d'autres, par exemple, ou 100 ans de solitude, avec tout, ils ont tous le même nom. Donc c'était très très compliqué à résumer et voilà, mais on y arrive, on n'en a pas abandonné beaucoup. Il y en a certains à la relecture qui vous semblent franchement datés? Oui. Datés ou, par exemple, j'ai été moi, j'avais pas beaucoup aimé à l'époque, c'était Le Grand Maulne, et je ne l'aime toujours pas aujourd'hui. Je ne comprends pas le succès de ce livre, ça me dépasse totalement. Pareil pour vous, Rachid Santaki, quand vous choisissez vos dictées, il y a des textes qui vous paraissent complètement dépassés, que vous ne faites plus, que vous ne donnez plus à écrire quand vous faites vos dictées géantes. Le Grand Maulne, oui. La remarque. Non, la remarque de Pascal d'abord sur l'idée de dédramatiser les textes. C'est vrai que on a une écriture riche et donc aussi des mots qu'on ne rencontre plus au quotidien. Et c'est à partir de ces textes-là de confronter les participants à ces textes anciens. C'est quand même amusant. Effectivement, donc le rapport est différent. Après, en cherchant les textes, on découvre, j'ai un peu de distance avec les textes, donc je me retrouve pas dans les mêmes enjeux que Pascal, où là, effectivement, raconter une histoire sur des textes puissants, on se rend compte qu'on n'a pas forcément le scénario adéquat pour le mettre en bulle. Et le mettre en image, hein, parce que ça passe aussi par ça. Bien sûr, après, ce duo réussi. Ouais. Non, bien sûr, l'image, il faut aussi que ce soit quelque chose d'assez visuel, ce qui n'est pas le cas de tous les classiques. La fonction, on pourrait dire, hein, les 3 fonctions symboliques de cette collection que vous avez entamée. Avez-vous lu les classiques de la littérature avec Soledad Bravi? On pourrait dire que c'est
dédramatiser, hein, comme disait Rachid, déculpabiliser. Voilà. Exactement. Voilà. Il y a aussi un effet fiche, je trouve. C'est des romans qu'on a parfois lus, des classiques il y a longtemps, en fonction de nos âges. Et on a toujours regretté de ne pas avoir fait des petites fiches pour se souvenir de quoi parler des livres qu'on avait adorés. Voilà. Alors, il y a un petit côté rappel, memento, qui peut fonctionner avec vos scénettes et qui est très efficace et qui fait du bien. Et puis, pour les plus jeunes, c'est peut-être une porte ouverte, vous pensez, pour des lecteurs en herbe vers ces grands classiques? Moi, j'en suis persuadée. Alors d'abord, on avait peur quand on a sorti le premier. On a dit on va se faire lyncher par les professeurs. Et en fait, pas du tout. Il y a plein de profs qui nous ont écrit et qui s'en servent pour faire lire leurs élèves. Et moi, je me dis toujours, par exemple, il y a des gens qui nous ont dit Proust, on n'osait pas se lancer dedans. Et en fait, après avoir lu ça, on s'est dit pourquoi pas. Pour moi, je dirais que c'est le premier objectif de ce livre. Bon, et c'est très réussi. Merci beaucoup, Pascale Frey, d'avoir été là pour cette dictée. On attend une copie de votre copie, qu'on mettra, si vous le voulez bien, sur la page de En français dans le texte. Merci d'avoir joué le jeu. Le tome 3 de Avez-vous lu les classiques de la littérature, illustré par Soledad Bravi, vient de paraître aux éditions Rue de Sèvres. Un grand merci à vous, Rachid Santaki. Rendez-vous samedi prochain pour une prochaine dictée. Tout de suite, c'est l'anagramme d'Étienne Klein. France Culture comme tous les samedis. Juste avant 18h, c'est le moment d'Étienne Klein. Bonjour à vous, Étienne. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez anagrammer? Bonjour Olivia, je vais vous parler aujourd'hui des vérités scientifiques. Il y en a que nous ne discutons guère parce que nous les ignorons, parce qu'elles nous sont indifférentes, ou parce qu'elles ne menacent aucun pouvoir installé, aucun intérêt politique ou religieux. C'est notamment le cas pour les vérités mathématiques. Nul ne s'avisera de nier que le théorème de Pythagore est un énoncé vrai dans un espace euclidien plat. C'est également le cas pour certaines découvertes très fondamentales. Personne n'est venu contester la détection du boson de Higgs, faite en 2012, dont l'existence avérée n'ébranlait guère les intérêts matériels ou symboliques de quiconque. Mais pour les résultats scientifiques qui viennent nous déranger, qui dérangent nos façons de penser ou nos modes de vie, c'est une toute autre affaire. On assiste alors à leur dégradation médiatique en simples opinions que chacun se sent libre de contester par toutes sortes d'arguments. L'exemple peut venir d'en haut. On se souvient de certains ministres, honorablement connus pour ne pas être climatologues, déclamant à l'envi que les découvertes alarmantes sur le changement climatique ne devaient pas être prises au sérieux, la climatologie n'étant pratiquée, selon lui, que par des incompétents. Or, au lieu de nous réfugier derrière cette sorte de scepticisme paresseux et démagogique, ayant pour seule vertu de cautionner notre procrastination, nous devrions plutôt prendre acte qu'en matière de science, tous les discours ne se valent pas. Si imparfaits soient-ils, ceux du GIEC, par exemple, ont le mérite d'être étayés, contrairement aux élucubrations climato-sceptiques d'un Trump ou d'un Bolsonaro. Militant du statu quo dans la façon d'exploiter les énergies fossiles, tout climato-sceptique serait-il en phase avec son anagramme, c'est-à-dire un complice statique? Merci beaucoup Étienne Klein. Votre chronique est à réécouter sur franceculture.fr. C'était En français dans le texte, émission préparée par Catherine Donnet et Sandrine Chaperon. À la réalisation, Mydia Portis-Guérin, avec à la technique, Somaya Dabesh. Lundi, dans la grande table, Truffaut et les femmes, ce sera dès midi, puis Trump par l'anthropologue Paul Jorion. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous sur France Culture et vous renvoie sur le site, sur franceculture.fr, pour y retrouver toutes les informations nécessaires concernant l'émission.